Édition spéciale ce matin consacrée à la crise politique et ses impacts économiques. On va tenter de savoir comment vont fonctionner nos institutions, quel budget, quel calendrier, le regard de Bruxelles sur la crise politique, la vie de la presse étrangère. On va vous raconter tout ça en étant évidemment connecté au marché financier. Avec nous ce matin, Jean-Pierre Petit, bonjour. Bonjour Laure. Président des Cahiers Verts de l'économie. En face de vous, Raphaël Legendre, éditorialiste BFM Business. Est avec nous en visio, John Plassard, associé responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion. Je commence juste avec vous, John Plassard. On n'a pas eu hier on a eu une tension, on a passé une journée tendue évidemment sur les taux, mais on n'est pas sur une crise financière, on n'est pas dans un scénario à la Liz Truss. Non, absolument pas. Je pense que, en fait, concrètement, les investisseurs, si on parle des marchés financiers, eh bien, savaient à quoi s'attendre. Alors peut-être le timing, ces fameuses 14 ou 12 heures, c'est un peu surprenante, mais problème français est beaucoup plus profond. Les investisseurs le savent, et puis lorsqu'on a ce type d'informations, eh bien, vous voyez, on a vu hier que c'était les valeurs bancaires qui étaient immédiatement sanctionnées. Le spread avec le Bund, c'est-à-dire avec l'Allemagne, a progressé, et tout le monde s'attend très logiquement, ce ne sera même pas une surprise, à l'abaissement de la note de Moody's. C'est devenu de quelque chose d'assez récurrent, c'est assez désespérant. En face, on a la majeure partie des journaux qui parlent du miracle italien. On ne parle plus du miracle français, bien au contraire. Et donc, on a un changement qui s'est opéré, je dirais, presque ces derniers mois. Ouais. Et donc, c'est la vision de l'investisseur à l'étranger, et vue de Suisse, mais aussi vue des États-Unis. Prochaine révision de la note Moody's, c'est le 13 octobre, c'est prévu. Non, c'est pas le 13 octobre, c'est le 24. Merci. Et après, S&P, non, ça sera le 14. Novembre. Non, c'est 14 octobre pour Moody's et 28 novembre pour S&P. C'est ce que j'ai noté, moi, Raphaël. Mais on va vérifier. Moi, c'est Bercy. Jean-Pierre, vous êtes inquiet ou pas de la situation aujourd'hui? Quel impact ça peut avoir sur l'économie? Alors, je voudrais juste vous dire que, d'abord, on n'est pas en crise financière aujourd'hui. Il y a une augmentation du spread, mais c'est normal, il y a une augmentation du risque. Voilà. Pour qu'il y ait crise financière à peu près semblable à celle qu'ont connue les pays d'Europe du Sud au début des années 2010, il y en a eu 5, hein, mais si on compte l'Irlande dedans, il faut une transmission au système financier. C'est-à-dire une transmission sur l'actif et le passif des banques et des compagnies d'assurance. C'est ce qu'on a vu dans ces pays-là. Donc, il y a une augmentation du coût de financement des banques, dévalorisation des actifs, donc un stress sur les banques, et donc contraction du crédit. Contraction du crédit ou augmentation du coût du crédit, et là, on va directement en récession. Mais là, ça, par exemple, c'est si on touche à la réforme des retraites, c'est si on touche à des choses systémiques. Oui, ça viendra par le spread. Simplement, on ne sait jamais ex ante quel va être le niveau de spread qui va déclencher ce processus. Avant, moi, j'ai suivi beaucoup de crises financières. Non, mais quasiment 90, avec la. Oui, 90, mais ça suffit pas. J'ai connu beaucoup de crises financières dans les pays émergents et en Europe du Sud. Là, il faut que ça se transmette au système financier. Voilà. Et pour l'instant, c'est pas le cas parce que les banques ont des ratios de levier, de fonds propres très élevés. Il faut un petit peu regarder le ratio de liquidité, mais pour l'instant, c'est assez solide. Elles n'ont pas des engagements énormes dans les obligations françaises, mais il est bien évident que ça va commencer par le spread. Alors, conséquences économiques quand même, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a la confiance, évidemment. Il y a le taux d'épargne qui est très élevé. Il y a, les chiffres d'investissement sont archi mauvais. Bon, et puis il ne faut pas rêver, la croissance potentielle française a baissé. Regardez les chiffres de productivité des 5 dernières années. Regardez les heures travaillées par habitant, elles sont très faibles, etc. Donc la croissance potentielle, à mon avis, est guère supérieure à 0,5, premièrement. Ah oui. Et ensuite, il y a des pressions déflationnistes. Regardez ce qui se passe sur le renminbi. Les produits chinois explosent en Europe et en France en particulier, avec une monnaie sous-évaluée et des prix en renminbi dumpés, c'est-à-dire subventionnés. Il y a l'augmentation des droits de douane qui pèse beaucoup sur les entreprises industrielles, l'emploi décélère, les salaires décélèrent. Voilà, on est les prix de l'énergie restent assez faibles et l'euro est fort par-dessus le marché. On a la totale, si je puis dire. Donc, c'est pas seulement la croissance réelle qui va être faible, c'est la croissance nominale. Regardez les taux d'intérêt réels, par exemple, c'est-à-dire déflatés de l'inflation, des entreprises manufacturières. On parle de réindustrialisation depuis des années. Les prix sont déjà en territoire négatif. Avec les taux des entreprises, les taux réels sont très élevés. Donc, on est déjà en pression déflationniste en France. De toute façon, dès aujourd'hui. Alors, si la crise financière s'étend, ça va renforcer les pressions déflationnistes et récessives. Raphaël, la crise politique, elle n'est pas terminée. Le seul sujet, c'est le budget. On ne l'aura probablement pas d'ici la fin de l'année. Il faudrait qu'il soit déposé avant le 13 octobre pour pouvoir en débattre. On va vers une loi spéciale.
Oui, très clairement, Laure, effectivement, on n'aura pas de nouveau gouvernement en capacité de faire un budget d'ici le 13 octobre. Donc on va terminer tranquillement le budget 2025. Il faudra gérer l'exécution déjà du budget 2025, s'assurer que les dépenses ne débordent pas et on se dirige tout droit vers une loi spéciale l'année prochaine. Alors la loi spéciale, c'est quoi? Ce qu'on appelle les services votés, c'est que vous reprenez en fait la loi de 2025, vous la découpez en 12 tranches de 12 mois et chaque mois, vous distribuez les budgets nécessaires au ministère pour qu'ils fonctionnent à minima. Alors d'un côté, ça peut vous apporter des économies parce que vous n'augmentez pas les budgets. Sauf que de l'autre, dans cette loi spéciale, il n'y a pas le budget de la sécurité sociale. Et là, les dépenses de sécurité sociale continueront d'augmenter sans contrôle. Un PLFSS, à chaque fois, ça sert à limiter ces dépenses sociales. Et donc là, ça veut dire que ça va nous coûter, par contre, probablement beaucoup plus cher. Le tendanciel d'augmentation des dépenses sociales en France, c'est 10 milliards. Des dépenses de santé uniquement, pardon, c'est 10 milliards par an. Donc en réalité, in fine, ça risque de coûter un peu plus cher. Et puis vous avez des petites mauvaises surprises fiscales aussi, comme le barème de l'impôt sur le revenu, qui ne serait pas indexé sur l'inflation. Oui. Donc c'est plus d'impôts pour et les retraites tout le monde. Non plus. Et les retraites, elles seraient indexées, par contre, sur l'inflation, ça fait partie des dépenses sociales aussi. Le social augmente, tout ce qui est État est gelé, mais y compris les recettes de l'État, donc l'impôt sur le revenu. Il y aurait des grands gagnants quand même, par rapport à ce qu'on attendait du projet de loi Le Cornu. C'est les 15 milliards d'euros d'impôts de justice fiscale qui, là, sautent. Du coup, effectivement. Donc, est-ce qu'une loi spéciale serait davantage pro-business et finalement favorable à la croissance que ce que ne prévoyait le plan Le Cornu? C'est possible. John Plassard, on entendait... alors, on me dit dans l'oreillette que c'est bien 24 octobre. 24 Vous avez raison sur Moody's. John Plassard, on entendait Jean-Pierre Petit dire on n'est pas encore sur une crise financière, mais le contexte, quand même, c'est un alignement de planètes négatif. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la machine peut se gripper quand même? Écoutez, on l'a eu en Suisse. On a eu une crise absolue il n'y a pas très longtemps de ça, où la deuxième plus grande banque suisse, s'appelait le Crédit Suisse, a quasiment fait faillite, a été repris par UBS. Elle était bien capitalisée, mieux capitalisée que certaines banques françaises. Elle avait des comptes qui étaient absolument, vus de l'extérieur, absolument extraordinaires. Et on a eu un manque de confiance. Et lorsque vous avez un manque de confiance, vous ne pouvez pas forcer les investisseurs à revenir vers une entreprise, vers un pays. Mais je crois qu'en fait, ici, on ne parle pas du cœur du problème. On est en train d'expliquer comment est-ce que le gouvernement français va continuer à survivre. Et le mot est bien choisi. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, d'un point de vue d'un investisseur et pas d'un politicien, c'est que plus personne veut gouverner dans un cadre budgétaire qui est aussi contraint. Vous avez le prochain Premier ministre, qu'il soit de droite ou de gauche, qui va hériter d'un déficit public record, d'un appareil d'État qui est saturé, et puis d'une coalition qui est totalement impossible. Donc oui, on peut repousser jusqu'aux prochaines élections présidentielles, mais il y a un réel problème ici, et potentiellement la démission ou non, alors de Le Cornu 1 ou 2, je ne sais plus lequel, eh bien, potentiellement, ça va marquer beaucoup plus les esprits, parce qu'on a l'impression ici qu'on ne peut même pas essayer, comme l'a fait Bayrou, qu'on ne peut même pas essayer de gouverner. Alors évidemment, d'un point de vue d'un investisseur, et surtout de l'étranger, et même des investisseurs américains qui revenaient sur l'Europe. La France ingouvernable. Tout à fait, et je ne parle pas du passé, je parle du futur. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est vraiment cette vision. Oui. Et hier, j'étais sur une émission anglaise et on me posait clairement cette question en disant, est-ce que la France est gouvernable? Et c'est ça le problème. Jean-Pierre. Un point très important dans le cas de la France, contrairement aux autres grands pays européens, c'est qu'il y a une détention par les non-résidents de la dette publique à hauteur de 54% et de façon plus importante, 25% par des investisseurs non européens. Ils sont plus éloignés. Et moi qui discute avec des investisseurs étrangers, je peux vous dire que c'est un sujet. Alors ce qui les préoccupe particulièrement pour le moyen terme, pas à court terme. Hein. À court terme, il n'y a pas le feu. La France n'est pas en risque pays, elle a un équilibre de la balance courante, le service de la dette, c'est 2% du PIB, vous voyez. Les taux d'intérêt, le vrai taux d'intérêt
moyen de financement, c'est 2%, un petit peu moins de 2% actuellement, parce qu'on bénéficie encore des taux d'intérêt négatifs de la décennie précédente. Puis on sait bien que la BCE à un moment va intervenir, parce que la France est un pays systémique. Enfin, tout ça, ils l'ont en tête. Par contre, sur le moyen terme, ils se disent quand même qu'il y a un sujet, quoi. Premier sujet, donc cette grosse dépendance à l'égard de l'étranger, instabilité politique, peut-être jusqu'en 2017, quand on voit l'Italie aujourd'hui. 27, ouais. Donc ça fait quand même très très long. Incapacité totale à réduire les dépenses publiques de toute la classe politique française. Très forte difficulté quand même à lever les impôts en dépit des espoirs ici ou là partagés par certains universitaires français. Oui. Situation politique quand même délétère, avec quand même des forces politiques qui sont pas totalement en ligne avec les traditions républicaines, démocratiques, etc. Enfin bref, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc à moyen terme, la France est un risque. Bah écoutez, je vais vous dire franchement ce que je pense. C'est que d'ici 2 ans, à mon avis, il y aura une très grave crise financière et politique. Faut donc quand même d'ici 2 ans. Oui, je pense. Oui. Enfin, sauf amélioration rapide, c'est-à-dire un modèle comme l'a fait un pays très fortement redistributif qui s'appelait la Suède au début des années 90, même si la situation politique n'était pas comparable, mais néanmoins, elle a réussi à maîtriser les dépenses après une élection. Hein. Donc, si jamais il y avait une élection présidentielle là qui venait à la suite d'une démission de l'actuel président, avec une nouvelle majorité, là, il y aurait de la confiance qui reviendrait. Mais si on en reste comme on en est à peu près là... Il faut pouvoir tout remettre sur la table. Donc, élection présidentielle, puis dissolution, et pas l'inverse, Raphaël. Oui, ça pourrait être un inversement du calendrier, effectivement. Mais, très franchement, Emmanuel Macron ne lâchera jamais le pouvoir, il faut se le dire. Il sera là jusqu'en 2027, et donc l'hypothèse la plus probable, c'est d'abord celle d'une dissolution. Alors, est-ce qu'elle débouchera sur une nouvelle stabilité politique? Rien n'est moins sûr, ça c'est très clair. Ce qu'on voit, c'est que c'est probablement beaucoup plus de députés pour le RN, peut-être davantage pour les RR, un effondrement du bloc macroniste et une baisse de LFI. On verra quelle stabilité. S'il y a un accord des droites qui peut se faire, une union des droites qui pourra apporter éventuellement de la stabilité. Mais sur le scénario Cassandre de Jean-Pierre Petit, on n'a jamais connu en fait l'effondrement. Il n'y a que les marchés obligataires qui pourraient effectivement nous faire balayer des gouvernements. Le scénario principal, c'est celui d'une érosion lente de la position de la France au sein du bloc européen. Attention, c'est très dangereux. Raphaël, ça fait 30 ans que je fais ça et j'en ai vu des crises financières. Hein. Et là, vous êtes plus inquiet que d'habitude. Personne ne sait prévoir ex ante la formation d'une opinion dominante sur les marchés. C'est pas seulement les marchés obligataires, c'est le marché action et c'est les conditions macro-financières de financement qui sont attaquées. Oui, bien sûr. Et là, on rentre en récession. Et si on rentre en récession, ce sera pas un léger déficit primaire qu'il faudra. Ce sera un solde primaire positif. Des soldes primaires positifs. C'est ça le risque, c'est la récession, beaucoup plus que les marchés obligataires qui mettraient les finances publiques. Donc la boucle serait bouclée. Et là, on serait dans une dynamique infernale. Très bien, 6h56 sur BFM Business, sur MC Live. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à John Plassard qui était avec nous en duplex. Merci Raphaël et Jean-Pierre Petit.